Bonjour à tous. Du coup, on va continuer notre programme du Forum des ingrédients bio pour cette édition de Natexpo. On a déjà un petit peu parlé ces derniers jours de commerce équitable. On a notamment parlé hier de commerce équitable sur une filière spécifique cacao, donc sur les filières lointaines. Mais comme vous pouvez le voir sur le salon, commerce équitable en France, c'est également possible et maintenant largement valorisé. Et pour nous en parler aujourd'hui, on a invité Julie Maisonte de Commerce Équitable France, qui va nous parler des atouts justement du commerce équitable sur des filières nord-nord et spécifiquement en France. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Nous ne sommes pas très nombreux pour le moment, mais peut-être que d'autres personnes vont nous rejoindre, je l'espère. Donc effectivement, moi je vais vous parler du commerce équitable dans les filières françaises et notamment ce que permet le commerce équitable pour développer le bio, mais aussi le renforcer et lui permettre d'être pérenne. Et je pense que c'est des sujets qu'on se pose aussi en ce moment. Et donc je vais vous proposer ça et assorti de pas mal d'exemples, y compris d'acteurs qui sont présents sur le salon. Alors pourquoi en fait on voit que commerce équitable et bio ont plutôt tendance à converger? Qu'est-ce qui fait ce mouvement-là? D'une part, du côté des acteurs du commerce équitable, vous savez que le commerce équitable il vient historiquement effectivement plutôt des filières internationales. Mais progressivement la notion de besoin d'avoir et de développer de l'équité partout et dans tous les contextes a pris une place importante, et donc y compris dans des filières plus locales et françaises. Et également le fait que, évidemment, il y a une urgence climatique, environnementale qu'on ne peut plus nier. Et donc notre travail en tant que mouvement, notamment sur les conditions économiques et sociales, devait aussi être pleinement au service de la transition écologique pour pouvoir aller vite et accélérer ce mouvement-là qui est vraiment urgent. Et donc aussi bien dans les filières internationales, encore une fois, que plus locales et françaises. Et puis du côté des acteurs de la bio, des filières qui ces dernières années se sont développées plutôt assez vite, et de plus en plus aussi une réflexion sur comment assurer un développement de filières de manière serein pour tous les acteurs des filières, et notamment comment on peut s'organiser que les producteurs, bien sûr, qui sont au début des chaînes alimentaires, vivent correctement de leur métier. Et cette question-là, elle se pose dans les moments où le marché tire beaucoup, où il y a besoin de s'assurer aussi pour les transformateurs, par exemple, de sécuriser leurs approvisionnements, ou dans des moments où le marché est moins dynamique, et donc on a besoin de sécuriser les producteurs qui ont fait la démarche de conversion. Et donc finalement, ces deux questionnements et ces deux dynamiques parallèles se rejoignent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on le voit assez bien sur ce salon aujourd'hui d'ailleurs, c'est intéressant. Et donc nous on a voulu à Commerce Équitable France, et on va regarder plusieurs études pour ça, du coup bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi quand il y a du commerce équitable dans des filières, des engagements de commerce équitable, ça peut aider effectivement à promouvoir des pratiques plus agroécologiques et de la bio dans pas mal de cas. Juste petit rappel, donc le commerce équitable en France, c'est pas nouveau. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est déjà assez bien développé. Il y a une centaine de groupements de producteurs en France, qui sont présents un peu dans toutes les régions, plus de 6000 fermes, avec des filières assez diverses. Donc on a des céréales, des fruits et légumes, des produits laitiers, des plantes aromatiques, de la volaille, un petit peu de vin, un petit peu de miel. Donc une relative diversité de filières. Un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros, ça c'est les chiffres de 2021, donc il a fortement augmenté, x2 en 4 ans. Et on a aujourd'hui plus de 1500 références produits, donc déjà une filière, un secteur qui connaît déjà un développement relativement important et rapide en fait, puisqu'on parle de commerce équitable en France que depuis 2014 également, donc c'est assez récent. Quelques chiffres aussi, donc je vous disais la convergence équitable et bio, il faut savoir que 88% des références de produits équitables vendus en France sont également labellisées bio, et si on regarde en chiffre d'affaires de vente, c'est 57% sur les produits français, donc 57% des ventes de produits équitables sont également bio en valeur. Donc voilà, on voit que c'est important et ça a plutôt tendance à augmenter également. Mais donc il y a aussi du conventionnel, et donc il y a aussi l'enjeu pour le commerce équitable, ceux qui sont en bio de permettre de continuer, mais aussi ceux qui n'y sont pas, d'aller promouvoir des pratiques plus agroécologiques dans les filières conventionnelles.
Alors moi, je vais vous parler de résultats et d'exemples tirés de 3 études. Donc une première étude que Commerce Équitable France a organisée l'année dernière, où on est allé regarder 14 filières et plus exactement 14 organisations de producteurs. Hein. Le commerce équitable s'adresse à des producteurs organisés collectivement. Et on s'est dit que le meilleur lieu pour observer la vision de l'agroécologie et des pratiques, c'était le niveau de l'organisation de producteurs. Donc on est allé regarder 14 organisations, comment ça marchait, dans des filières qui illustrent la diversité de filières que j'ai évoquées avant. Et puis 2 travaux plus récents, donc une étude de France Agrimaire sur le commerce équitable dans les plantes aromatiques, dont nous avons quelques exemplaires, et donc qui a regardé sur une filière plus précisément, là aussi, comment ça se passe. Et puis très récemment, dans des travaux de recherche-action avec le réseau des CIVAM, on est allé regarder une autre filière céréales en Île-de-France. Donc voilà, donc ça nous donne des différents lieux d'analyse et j'ai tiré différents exemples et conclusions de ces trois études qui sont... Celle-ci, là, elle est disponible sur notre site internet sans problème. Et celle-ci, pas encore, mais ça va venir. Et l'étude de France Agrimaire, on peut la trouver sur le site de France Agrimaire et sur notre site aussi. Vous pouvez la trouver facilement. Alors, peut-être juste rappeler qu'effectivement, ce qu'on a cherché à comprendre, c'est comment les principes du commerce équitable appliqués dans ces filières étaient effectivement des outils, des leviers pour promouvoir des pratiques plus agroécologiques. Donc, pour rappel, il y a vraiment trois principes du commerce équitable qu'on a regardés. Le premier principe, c'est de fournir des moyens économiques équitables. Donc, c'est la base, le cœur de l'engagement du commerce équitable. Donc, c'est de faire en sorte que les prix d'achat aux producteurs soient rémunérateurs et donc liés à un travail sur les coûts de production. Et il y a également, c'est une originalité du commerce équitable, un fonds de développement ou une prime de commerce équitable, donc un montant financier supplémentaire à disposition des groupements de producteurs pour financer différentes actions. Et on va le voir, elles sont très très souvent fléchées vers l'agroécologie. Le deuxième engagement, c'est la question de la sécurisation. Donc en commerce équitable, on est sur des engagements de longue durée. Donc il y a la question des contrats. Et même au-delà des contrats, il y a la question de la coopération et l'engagement entre les acteurs de la filière, entre les différents maillons, les producteurs, les transformateurs. Parfois, on arrive jusqu'aux distributeurs, dans le meilleur des mondes. Et donc c'est vrai que cet engagement sur la durée, il crée aussi des choses intéressantes pour s'engager sur des pratiques plus écologiques. Et le dernier point, c'est la question de ce qui se passe au sein des groupements de producteurs. Donc, on est dans des collectifs avec une gouvernance démocratique. Et donc, nous, on a pu observer aussi que c'était un peu un creuset pour pouvoir élaborer des projets plus agroécologiques. Et donc, je vais vous donner des exemples un peu sur ces différents points de ce qu'on a pu observer dans ces études. Alors, d'abord, ce qu'on voit vraiment sur la question économique du prix rémunérateur. Donc dans certaines filières, c'est assez net que d'avoir une visibilité claire sur un prix d'achat rémunérateur, ça favorise tout simplement des conversions. Ça paraît simple, mais c'est très efficace. Donc là, par exemple, l'exemple, c'est au sein de la CAVAC, donc une coopérative principalement céréalière, enfin grande culture en tout cas, où effectivement la coopérative a des engagements de commerce équitable, des partenariats avec des meuniers et puis des boulangers derrière. Et donc avec des prix effectivement avec une visibilité sur les niveaux de prix et donc là à la CAVAC on a des conversions de surface assez importantes entre 2016 et 2020 on est passé de 7 000 à 27 000 hectares donc un triplement et également intégration de légumineuses dans la rotation qui est évidemment un point important pour réussir à avoir une culture efficace en bio et donc là aussi x4 en termes de surface de légumineuses bio qui font aussi l'objet d'ailleurs de partenariats de commerce équitable au moins pour une partie. Donc voilà, donc là on a un levier qui est assez clair et visible on va dire et ça produit des résultats en termes de conversion assez marquants. Peut-être un deuxième exemple donc pris dans les filières plantes aromatiques. Que j'évoquais tout à l'heure, donc qui sont des plus petites filières, on va dire, en quantité, pour lesquelles c'est un atelier plus ou moins central dans les fermes. Et donc là, l'exemple, c'est la Sicarapam, donc qui est une coopérative de plantes aromatiques dans le Massif central, qui réunit à la fois des producteurs et des cueilleurs, donc c'est quand même aussi une originalité de ce métier qui va chercher des plantes dans la nature.
Et donc, d'ailleurs, ils travaillent aussi sur la question de ne pas surcueillir, la surcueillette. Et en tout cas, cette coopérative a des partenariats de commerce équitable historiquement avec une entreprise Arcadie, mais aujourd'hui avec d'autres entreprises également. Et en fait, le fait d'avoir ces partenariats, qui doit se traduire encore une fois par des prix rémunérateurs, ça les a amenés à faire un travail très fouillé sur les coûts de production, qui est un travail compliqué, puisqu'effectivement, on peut être là sur une diversité de plantes assez importante. Ils n'ont pas une plante, je ne sais pas combien ils en ont, mais ils en ont des dizaines, je pense, dans leur catalogue. Et donc, ils ont vraiment fait un travail de découpage, de discussion entre les producteurs, évidemment, et les cueilleurs, parce que il n'y a pas deux fermes ou deux cueillères qui ont exactement le même fonctionnement et les mêmes coûts de production. Mais ça leur a vraiment permis de faire ça. Et donc, du coup, aussi d'intégrer dans ces coûts de production, effectivement, des pratiques qui soient respectueuses de l'environnement, notamment sur cette question de cueillette. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut cueillir en termes de temps passé, mais aussi pour ne pas surexploiter le milieu. Et donc, voilà, ce travail-là a vraiment été aussi permis... le partenariat de commerce équitable a donné l'espace pour un travail approfondi sur le sujet. Toujours sur cette question de conditions économiques équitables, donc je vous parlais du fonds de développement, donc qui est un critère assez original du commerce équitable. Donc dans beaucoup de cas de figure qu'on a pu étudier, il est vraiment utilisé effectivement pour renforcer les pratiques agroécologiques. Donc par exemple, un des exemples, c'est la filière soja bio du Sud-Ouest. Donc il y a une filière très historique avec notamment la coopérative Agribio Union. Et donc ce fonds de développement, qui est versé par l'entreprise acheteuse, il a été investi sur des sujets de biodiversité. Ça a permis notamment de conduire des diagnostics de biodiversité sur un panel de fermes et de mettre en place des plans d'action pour répondre aux enjeux. Donc ça, c'est extrêmement concret et ça permet de mettre en place des choses pour aller vers plus de biodiversité. Un autre exemple dans la filière miel, je vous disais qu'on a une filière en miel en commerce équitable en France, donc c'est chez les Compagnons du Miel. Et donc eux, ils ont travaillé pour aller chercher des partenariats avec des agriculteurs pour l'accueil de ruches. Et donc pour eux à la fois permettre une meilleure santé de leur colonie et également améliorer la pollinisation et la présence d'insectes dans les parcelles des agriculteurs. Et puis par exemple à la Cavac, un exemple qu'on a déjà cité, ils ont travaillé avec ce fonds de développement pour mettre en place des diagnostics carbone sur les fermes pour avoir des données un peu plus claires et réfléchir à des leviers d'amélioration de l'impact sur ce sujet-là. Sur le deuxième engagement, là, donc le fait de donner de la visibilité sur la durée à l'engagement des acteurs, quelques exemples là aussi concrets, comment ça aide à préserver des pratiques. Donc là, c'est un exemple, un groupement de producteurs pas très loin d'ici qui s'appelle Éthique Mon Bio. Ils sont dans les monts du Lyonnais. Donc ils produisent des petits fruits. Et là aussi, ils ont des partenariats, notamment avec l'entreprise Ethicap depuis assez longtemps. Et par exemple, incident climatique, on va en avoir de plus en plus. Et donc, par exemple, vous savez qu'on a eu un gel très sévère au printemps 2021 qui les a touchés, bien sûr, sur leur production. Et donc, quand on a un partenaire avec qui on se connaît, qu'on rencontre régulièrement, on peut chercher des solutions. Donc, ils n'ont évidemment pas eu de pénalité parce qu'ils n'ont pas livré les fruits comme c'était prévu. Et puis, donc, ils ont réfléchi à leurs acheteurs qui a pu peut-être acheter d'autres productions moins touchées, adapter un peu leurs achats en fonction de la situation. Et donc, ça permet à des fermes de garder leurs pratiques, c'est des fermes qui sont en bio, de ne pas changer du tout au tout et d'avoir une forme de sécurité qui est importante. Et ça, c'est possible si on se connaît, si on a l'habitude de se rencontrer tous les ans et de se parler. Si l'acheteur il achète une fois par an sur les marchés spot, c'est pas possible ce genre de choses. Le producteur est seul avec son problème. Un autre exemple d'une filière intéressante aussi où les partenaires s'engagent entre eux et ça permet de développer des pratiques intéressantes. Donc ça, c'est une filière de l'entreprise Pain de Beldon qui a un stand pas très très loin d'ici et donc qui a mis en place un fournil en Île-de-France pour fournir Paris et la région parisienne avec la volonté de travailler à une échelle locale, donc livrer Paris, mais si possible en transformant des blés qui ont poussé également en Île-de-France. Et donc là aussi, partenariat de commerce équitable, donc entre des producteurs d'une association qui s'appelle de Verre de l'eau, voilà, un moulin qui s'appelle Moulin Bourgeois, et donc ce producteur de pain, ce boulanger, avec même une petite boutique à Paris. Et donc voilà, c'est vraiment... Donc là, tous les acteurs de la filière se rencontrent une fois par an.
Ils font le point sur la qualité, sur les prix, sur comment ça s'est passé, etc. Et ils réajustent, ils réadaptent. Et donc là, c'est intéressant parce que non seulement ça permet de valoriser et maintenir des pratiques bio en Île-de-France, qui est pas le bassin parisien n'est pas le lieu où la bio est la plus développée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a une petite dizaine de producteurs qui sont d'ailleurs des gens très innovants sur leurs pratiques. Et donc ça permet vraiment de stabiliser cette question-là. Et en plus, ça permet de travailler sur la question de l'approvisionnement local et donc de diminuer la question des transports. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette logique de territoire. Voilà, et le dernier exemple que je voulais vous donner, on est sur des choses assez concrètes, et puis après, si vous avez des questions. Donc j'évoquais la question de l'organisation collective. Donc effectivement, en commerce équitable, les producteurs sont organisés collectivement. Et ça aussi, en fait, c'est intéressant en tant que tel pour promouvoir, développer, asseoir un projet agroécologique et un projet pour la bio. Donc l'exemple que j'évoquerai, c'est Biolait, organisation de producteurs de lait bien connue, qui est aujourd'hui le premier collecteur de lait bio en France, qui en fait, c'est intéressant, donc a développé une partie de ses partenaires acheteurs qui sont selon des partenariats de commerce équitable. Ils ne le sont pas tous aujourd'hui, mais c'est quand même une partie intéressante. Et en fait, Biolait, effectivement, aujourd'hui, c'est plus de 1300 fermes, donc c'est beaucoup de monde. Mais ils ont su et ils ont mis de l'énergie, on va dire, pour maintenir une gouvernance collective très active. Donc avec des rencontres régionales, avec des référents, des adhérents référents, une assemblée générale avec un quorum à 50%. Il n'y a pas beaucoup d'organisations comme ça. Il faut que la moitié des membres soient présents ou représentés et qui se déroule sur 2 jours avec des moyens mis pour que les membres soient vraiment présents, les agriculteurs viennent, les éleveurs viennent. Et donc en fait, c'est quand même dans ce cadre-là qu'est née l'idée d'avoir une charte qualité interne Biolait qui va au-delà de la bio. Donc tout est bio chez Biolait, le lait est bio, mais bien sûr il y a des exigences en plus. Le fait que l'objectif c'est que les fermes soient 100% bio, donc toute leur production. Il y a des critères sur l'alimentation des animaux, notamment qui doivent venir de France. Donc origine locale, mais surtout aussi pas de soja importé déforestant par exemple. Et il y a aussi des exigences sur le nombre de jours de pâturage effectif. Et donc, en gros, de privilégier la part de l'herbe dans les rations d'alimentation. Et donc, il y a une charte qualité qui existe, qui a été discutée avec les producteurs, qui est rediscutée très régulièrement, ce qui permet une adhésion assez forte. Et d'ailleurs, Biolait a aussi mis en place de l'accompagnement technique financé en partie par la prime du commerce équitable, pas seulement, mais ça apporte des moyens. Et donc voilà, le fait de promouvoir aussi des actions collectives avec des temps de rencontre, des temps d'échange, ça permet aussi d'élaborer ce type de charte, de démarche, du coup très appropriée par les producteurs, puisque c'est eux qui l'ont écrit concrètement. Donc c'est vraiment leur vision de l'agroécologie et de la bio plus, on pourrait dire, qui souhaitent promouvoir. Voilà pour quelques exemples. Moi, j'ai fini mon petit tour de piste. Donc, si vous avez des questions, même si nous avons plutôt des connaisseurs dans la salle, mais